Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une région peu connue, tout à fait au nord de l'Europe, une région préservée, pure, faite de blanc et de propreté, comblant très bien nos fantasmes de balade en traîneau et de civilisation du Renne. Mais en m'y rendant récemment, j'ai pu ramener des cartes précises, préoccupantes, et ce sont celles-là justement que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Alors que se passe-t-il et où cela se passe-t-il ? La région qui m'intéresse aujourd'hui est au nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie occidentale. Elle donne sur deux mers, la mer de Norvège et la mer de Barents, qui elle-même ouvre sur l'océan qui coiffe notre globe, l'océan glacial arctique. C'est là une région de l'Europe peu connue, peu habitée, une sorte de réserve naturelle, splendide, enfin en tout cas c'est ce qu'elle était à l'origine. Prenons une projection polaire pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. À la latitude du cercle arctique, le froid est intense. On voit sur la carte les extensions minimales et maximales de la calotte polaire en hiver. Mais par chance, le courant atlantique du Gulf Stream, qui monte vers le pôle Nord et s'introduit dans la mer Blanche, plus au sud, réchauffe les côtes de la Norvège. Donc la présence de ce courant a de nombreuses conséquences dans la région. D'abord, cela explique pourquoi une partie de la péninsule de Kola n'est pas prise par les glaces en hiver, d'où le port de Mourmansk est la grande base militaire soviétique puis russe à cet endroit-là. Ensuite, les côtes étant libres de glace, l'eau étant plus tiède, cela offre des zones de reproduction pour les capelins, les morues, les harengs, donc des zones de pêche plus riches que dans les zones froides. C'est l'une des régions les plus sauvages et les plus préservées de toute l'Europe, donc très grande diversité biologique, abritant de nombreuses espèces d'oiseaux. Et puis comme le Gulf Stream donne une température plus élevée également sur la Terre, cela facilite la présence des habitats humains. Justement, parlons-en. La région est majoritairement peuplée de Norvégiens, de Suédois, de Finnois, de Russes, mais on trouve aussi de nombreuses minorités, les plus connues étant les Samis, appelés aussi Lapons, mais il y a aussi des Caréliens, des Komis, des Nénètes, soit en tout, dans cette région, une population de quelques 5 millions de personnes, dont la majorité vit en ville, et particulièrement à Mourmansk, en Russie. Ils sont agriculteurs, pêcheurs, bûcherons, on est ici dans une région de forêt, donc avec d'énormes ressources en bois, mais ils sont aussi éleveurs de rennes, et je voudrais m'arrêter un instant sur cette fameuse civilisation du renne, dont l'habitat se trouve précisément dans ce nord de notre Europe. Depuis quelques années, le nombre de rennes est en nette augmentation, posant un gros problème de surpâturage. Pourquoi cette augmentation ? D'abord, les conditions de vie des hommes comme des bêtes sont plutôt meilleures qu'il y a une vingtaine d'années. Ensuite, la surveillance des troupeaux est facilitée par les scooters des neiges ou les hélicoptères. Et puis les rennes sont de moins en moins utilisées comme viande d'abattage. Pourquoi ? Eh bien, il y a de bonnes raisons pour cela, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, après ce tableau un petit peu parfait qui convient à ceux qui aiment le froid, le blanc et la pureté. Faisons maintenant un petit peu de politique. 10 provinces des 4 pays concernés ont formé, entre 1993 et aujourd'hui, la région euro-arctique de Barents, d'une superficie approximative d'1,5 million de kilomètres carrés, soit plus que France, Espagne et Portugal réunis, avec 3 systèmes socio-économiques différents, la Norvège, l'Union européenne et la Russie. Car ces provinces ont toutes des préoccupations transnationales. Volonté de faire émerger des structures administratives et politiques stables en Russie, restaurer les liens commerciaux quasi interrompus depuis 1917, et puis une multitude de projets économiques. Mais surtout et avec une grande urgence, les questions d'environnement, afin d'obtenir une réduction drastique des nuisances industrielles et une surveillance étroite de la santé publique des populations. Car les pollutions de l'Europe industrielle, et plus encore celles de l'ouest de la Russie, se retrouvent dans la viande de renne
qui est consommée par les habitants de cette région. Et c'est là où je voulais en venir. On trouve en effet 3 grands facteurs de pollution dans cette région de Barents. Des émissions de dioxine de soufre, les déchets nucléaires en surface ou largués sous la mer, les dépôts post-Tchernobyl. Soyons plus précis. La source de cette pollution se trouve plus particulièrement dans la péninsule russe de Kola. C'est à Nikel, Montchegorsk, Zapolyarny et hors de notre carte à Norilsk, en Sibérie, que se situent les plus grandes fonderies européennes de nickel et de cuivre. Ce sont ces usines qui contribuent en tout premier lieu aux émissions de soufre et sont à l'origine de 70% des dépôts de métal dans l'Arctique. Elles produisent 10 fois plus de dioxine de soufre que toute l'industrie norvégienne réunie. On voit bien sur cette carte les lieux d'émission avec les taux de concentration dans l'air des particules de métal excentrées à 20 et 30 km des usines, puis se portant vers les pays voisins, Finlande, Norvège. Ces particules, on les retrouve dans les pâturages, donc chez les oiseaux et chez les rennes. Si on superpose à cette carte celle de la destruction des forêts, on peut repérer le point central de l'émission, correspondant à une forêt totalement morte, puis les effets excentrés des émissions de dioxine de soufre, les arbres n'ayant alors plus de sève au printemps. Pour lutter contre cette situation catastrophique, la région administrative de Barents a mis en route un programme de gestion de l'environnement pour cartographier les émissions de dioxine de soufre venant de la péninsule de Kola. Ce sont ces cartes que je vous montre aujourd'hui. Mais aussi, ce programme doit mesurer les conséquences sur la faune, la flore et surtout, bien sûr, les populations du nord de la Norvège, Finlande, Kola, en étudiant les impacts sur la santé, à savoir concrètement allergies diverses, maladies des poumons, maladies respiratoires, très haut niveau de nickel dans les urines et asthme très développé. À cela s'ajoute un autre cadeau pour cette région aussi belle. Regardons maintenant en effet la carte de la pollution nucléaire qui est particulièrement marquée dans cette région. Il y a les retombées de Tchernobyl en 1986, les tests soviétiques de bombes nucléaires en atmosphère entre 1950 et 1980, des dizaines de sous-marins et de navires de surface à propulsion nucléaire qui sont en train de pourrir dans le port militaire de Mourmansk, donc on a de futures émanations qui sont à attendre. Et enfin, on sait maintenant qu'ont été largués des déchets nucléaires en mer, près de la côte, puis plus au large, en mer de Barents. Si on regarde l'île de la Nouvelle-Zambie, on y repère plusieurs zones d'immersion de déchets radioactifs. Dans la baie de Blago-Puluchia, 650 containers radioactifs coulés. Dans la baie de Patkusova, 870 containers radioactifs coulés. Dans la baie de Tsivolko, 4750 containers nucléaires coulés. Et on trouve aussi là le brise-glace Lénine et ses 3 réacteurs nucléaires en panne. Dans la baie de Stevopol, 1850 containers nucléaires coulés, plus un sous-marin avec ses réacteurs et le combustible nucléaire. Au large de la Nouvelle-Zambie, on trouve au fond de la mer un cimetière de sous-marins nucléaires soviétiques. Alors revenons pour conclure à notre projection cartographique habituelle. La Finlande a rejoint l'Union européenne en 1995 et donc par le biais de ce pays nordique, nous avons désormais une frontière en commun avec la Russie. Cela impose un certain nombre de responsabilités et une façon assez nettement différente de voir les problèmes de voisinage. Alors un tel constat est évidemment très préoccupant, très sérieux, et une telle situation est fort coûteuse à stabiliser si l'on veut, un tant soit peu, restaurer les grands écosystèmes. Les plus grands contributeurs financiers à ce nettoyage nucléaire sont l'Union européenne, les États-Unis et surtout la Norvège, où l'on dit que la situation à Kola est un, je cite, Tchernobyl au ralenti.